Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on continue cette série sur cette Mégane 3 RS avec, je le rappelle, l'objectif forger le moteur et augmenter sa puissance tout en sécurisant un petit peu les internes du moteur. Les amis, 2 petites minutes dans cette vidéo pour vous parler de Car Vertical. Car Vertical, c'est un partenaire de la chaîne YouTube qui nous permet tout simplement de vérifier un véhicule avant son achat. Généralement, vous pouvez le faire une fois que vous avez le véhicule chez vous si vous voulez vous rassurer, mais généralement on l'utilise vraiment lorsqu'on va faire un achat. Et je trouve que plus le véhicule est cher et plus Car Vertical est intéressant, puisque ça permet quand même d'offrir une garantie, une certaine sérénité lors de l'achat. Ce qu'il faut savoir, c'est que Car Vertical va scanner partout dans le monde votre VIN ou votre plaque d'immatriculation selon ce que vous allez rentrer. À savoir qu'avec le VIN, c'est quand même plus précis et ça vous permet de savoir si le véhicule a déjà été volé, s'il a déjà été accidenté, s'il y a eu un trafic au niveau du kilométrage, etc. etc. Donc c'est très simple. Personnellement, je l'utilise sur les véhicules que j'achète et je vais vous montrer tout de suite comment on fait de manière très simple avec son téléphone. Première chose à faire, se rendre sur le site Car Vertical. Une fois qu'on est sur le site Car Vertical, on se connecte et ici on peut soit faire une recherche par plaque d'immatriculation ou par VIN. Comme je vous l'ai dit, par VIN, c'est toujours plus précis. Donc quand vous achetez un véhicule, demandez toujours le VIN au propriétaire pour valider ensemble l'achat. Ça vous évite d'avoir des surprises une fois que vous avez fait la route. Généralement, le VIN, il se trouve sur le pare-brise ici, notamment sur la Porsche. Donc là, je vais tout simplement saisir le VIN. Donc là, je fais vérifier la voiture et il va tout simplement me scanner partout dans le monde la voiture grâce au VIN que j'ai mis. Alors sachez qu'avec mon code promo GLB, vous avez 20% de remise sur Car Vertical. Donc là, il m'a généré le rapport, je fais voir le rapport et là, on peut tout simplement faire un check-up complet de la voiture. Donc là, au début, on a une petite synthèse qui nous dit que le kilométrage est OK, qu'il n'y a pas de vol, il n'y a pas eu d'accident, etc. Donc là, en l'occurrence, si j'aurais acheté cette voiture-là, là, c'est celle de mon frère, j'aurais pu être assuré. Donc on parcourt toujours, c'est toujours intéressant de parcourir. Le vol, il n'y a pas de vol. Le kilométrage, on voit bien. Donc là, cette voiture-là, on savait qu'il l'avait avant. C'était un ami à nous, c'était Romain. Donc on voit qu'il l'a acheté avec un faible kilométrage et qu'ensuite il a beaucoup roulé avec cette voiture-là. Mais étant donné qu'on connaît la personne, je peux vous dire que Car Vertical, c'est assez précis et que ça fonctionne. Ensuite, on fait le check-up des dommages. Donc là, il n'y a pas de dommages enregistrés. Donc le véhicule n'a pas eu d'accident. Donc on peut considérer que c'est une bonne affaire et que si vous êtes d'accord avec le prix du vendeur, vous pouvez l'acheter, vous n'avez pas de surprise. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est très simple. Vous avez un code promo de 20% en description de la vidéo, le code GLB. Les amis, on reprend tout de suite la vidéo. Alors aujourd'hui, dans cet épisode-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre à poil ce moteur. Dans l'épisode précédent, la sortie de la voiture, maintenant il va falloir qu'on retire tous ces accessoires. On va en profiter également pour les vérifier, ce qui permettra de peut-être déceler une pièce qui s'est un petit peu usée, ou quelque chose qui serait à remplacer ou à améliorer pour la suite du projet. Donc l'objectif, dans un premier temps, va être de retirer la boîte de vitesse, ce qui va nous permettre de pouvoir mettre le moteur sur un support moteur. Alors support moteur, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est pour remplacer ma chèvre. C'est un support où on va venir fixer le moteur dessus et on va pouvoir faire tourner le moteur comme ça pour tout simplement pouvoir le désassembler. C'est ce qui est le plus simple. Et ensuite on va dépoiler intégralement le moteur. On va en profiter pour contrôler le turbo sur sa partie échappement. On va contrôler vraiment toutes les pièces qu'on va démonter, toute la partie collecteur. On va vérifier les capteurs, on va vérifier tout ça pour vraiment dresser un bilan. Et ensuite moi je vais me faire un fichier sur l'ordinateur avec toutes les pièces qui potentiellement sont à remplacer, mais également les joints. Autant sur les Porsche, je connais par cœur, donc de tête, j'arrive à commander les joints. Autant des moteurs de Mégane 3 RS, c'est pas trop ma spécialité, donc je connais pas par cœur. Donc à chaque fois que je vais démonter, je vais tout simplement me noter joint de collecteur d'admission, joint de demi-pipe, etc., etc., etc. Parce que bien évidemment, vous l'avez compris, quand on va remonter ce moteur-là, il devra être intégralement neuf. Ça passera par les internes, mais également par ces joints. Donc les amis, c'est parti, on attaque, on commence par déposer la boîte de vitesse. Bon, donc là la première étape, c'est qu'on va poser le moteur sur la palette, ce qui va permettre de pouvoir retirer la boîte, puisque le moteur est tenu sur la chèvre par 2 sangles sur le moteur et une sangle sur la boîte. Donc vous comprendrez que si je démonte la boîte, je vais avoir un problème pour tenir le moteur. Donc c'est parti, on pose ça sur une palette propre, temps de retirer la boîte. Tac, voilà, on laisse quand même en sécurité. Et Renault, ils ont prévu que les moteurs ils allaient être démontés. Regardez, le fond est tellement plat que ça tient tout seul. On va attaquer le vif du sujet. Et là, objectif, on sort la boîte. Donc pour sortir la boîte, c'est relativement simple. On a tout simplement les vis autour de la couronne. Alors vous ne trompez pas de vis, démontez pas celle-là, parce que ça c'est le carter de 5. Du coup, ça va vous faire drôle quand vous allez le démonter. C'est les vis qui se trouvent ici, voilà, qui relient la boîte au moteur. Donc on va tous les désolidariser. Après, on extrait la boîte de vitesse. Bon, donc là,
Pas de précaution particulière puisque la boîte elle est déjà vidangée. Donc là on sort toutes les vis. Alors je commence par le bas parce que si je dois soulager la boîte, bah, ça va être plus simple de la soulager par le dessus que par le bas. Vous avez compris. C'est au cas où qu'elle vient à riper, au moins elle tient toujours, elle peut pas tomber par terre. Parce que on peut vite avoir des petites bricoles. Toujours prendre un max de précaution parce que là ça paraît pas, on se dit ouais elle est petite par rapport à une boîte de Porsche, mais une boîte de Porsche ça fait 110 kg. Mais ça fait peut-être quand même 40-50 kg. Si elle vient à riper, on rattrape pas 40-50 kg comme on rattrape un pack d'eau. Voilà. Donc vraiment prendre des précautions au maximum, toujours laisser une sécurité, etc. déjà pour pas se blesser. Mais vraiment parce qu'aussi ça peut vite tomber quoi. Du coup, on va retirer les capteurs, les différents capteurs. Alors, on a capteur de marche arrière, on a le capteur point Moreau ici qui est fixé sur la boîte de vitesse qui va capter en fait les dents qu'on a sur le volant moteur. Capteur point Moreau pour ceux qui découvrent ou qui voudraient tout simplement comprendre à quoi ça fonctionne. En fait, sur un volant moteur, vous avez des dents. Donc vous avez les dents en fait qui vont prendre la roue du démarreur, donc qui vont permettre de démarrer le moteur. Je vais vous expliquer dès qu'on va le voir. Et vous avez les dents qui vont permettre de dire au capteur point Moreau, donc à l'électronique moteur, où se situe la phase de moteur. Point Moreau, voilà, parce qu'en gros on va détecter le point Moreau pour pouvoir déterminer le point mort bas, pour ensuite pouvoir caler tout le fonctionnement de l'électronique avec les arbres à cam, etc. Donc en gros on a un capteur qui va déterminer à quel endroit de sa phase de combustion et le moteur pour pouvoir déterminer l'injection, la pression de suralimentation, etc., etc. Donc c'est un pauvre petit capteur qui existe depuis le début des moteurs à injection électronique, mais qui est juste hyper important. Sans ce capteur-là, il n'y a rien qui peut fonctionner. Vous le retirez, la voiture ne démarrera jamais, puisque en fait, elle va tout simplement pas savoir à quel endroit de son cycle moteur elle se trouve. Donc du coup, l'injection ne fonctionnera pas. Voilà. Si jamais vous voulez mettre en panne votre voiture, petit clin d'œil, c'est ça, c'est très simple. Allez, on le retire, il est juste là, vous voyez, c'est le petit connecteur qui est là. Le capteur de marche arrière. Donc capteur de marche arrière, bon vous l'avez compris, il ne faut pas de dessin, c'est pour déterminer quand on a passé la marche arrière. Bon, là on retire la dernière vis. Donc là, il faut que je retire la petite patte ici, qui tient la pompe à eau annexe, pompe à eau électrique, qui permet de refaire circuler l'eau dans le moteur pour le refroidir quand le véhicule est éteint. Pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ça. Donc là, comme dans la phase de démontage du moteur, tout ce qui ne nécessite pas d'être intégralement démonté, donc en gros tout ce qui ne va pas être sur le moteur, on le remet en lieu et place. Vous voyez la vis, hop là. Franchement, ça prend 2 secondes à faire au démontage, mais alors le temps que vous allez gagner au remontage, que quand vous avez des bacs de vis, avec des vis qui font 2 mm de différence, oh merde c'est pas celle-là, oh, ou des fois elles vont se mettre, mais celle d'après elle va pas se mettre, du coup il faut que je réfléchisse à laquelle t'as mis où, bon, vous allez perdre un temps fou, donc vraiment ça c'est les petites astuces, où on gagne énormément de temps. Donc maintenant, la boîte de vitesse, elle devrait pouvoir bouger, il y a toujours une vis qui se cache, mais non. Ah non, il y en a bien une, c'est bien ce que je disais. Quand tu penses avoir tout démonté, il y a toujours une vis qui se cache. Donc cette fois, ça devrait y aller. Voilà, nickel. Alors je fais gaffe qu'il y a... Ça tient un peu partout là. Ouf, je viens de prendre une petite douche de liquide de refroidissement. Tu peux avoir le seum. Alors le seum comme ça, surtout quand il fait genre 2 degrés, t'es content quoi, tu vois. En plus, l'avantage c'est que le liquide de refroidissement c'est gras. Du coup, je vais être propre jusqu'à ce soir. Bon, maintenant qu'on a sécurisé l'affaire, qu'on se caille un peu les miches, revenons à notre boîte de vitesse. On descend la boîte. Là, normalement, elle doit sortir. Voilà, regardez. Ça a fait voiture, palette, il y a déjà des nœuds. Ça, c'est comme les écouteurs. T'as beau les démêler, à chaque fois que tu les utiliseras, ça sera emmêlé. Alors, il fut un temps, quand j'étais jeune, je me sanglais les boîtes de vitesse au corps pour faire qu'un seul avec eux. Mais depuis, j'ai arrêté parce que j'ai mal au dos. Non, c'est une anecdote, mais c'est vrai, en plus, je faisais ça. Je me la sanglais dessus comme ça et hop, je l'ai porté. Sur des Porsche, hein. Donc des trucs qui faisaient quand même une centaine de kilos. Mais bon, je me suis aperçu que c'était pas très bon pour la santé. Pourtant, le médecin a toujours dit, hein, faites du sport, hein, c'est bon. Hein. Quand vous avez mal au dos, il faut faire du sport. C'est ce que j'ai fait, mais pas le bon. Allez. Ça fait de la résistance. Hein. Ah oui, c'est le goujon qui est là, en fait, qui fait chier. Ok, c'est lui qui la tient. J'ai 2 goujons de centrage qui font de la résistance, tu vois, ici, là. Et l'autre là. Ouais, c'est bien eux qui font chier.
Allez, viens là, saloperie. Dites-le moi si elle vient, j'ai l'impression qu'il y a tout qui vient, moi. J'ai l'impression que je vais arriver dans le bâtiment, moi, à cette allure-là. Voilà. Donc là, on a désaccouplé la boîte du bloc moteur. Donc là, maintenant, on revoit notre embrayage, notre volant moteur. Alors, l'embrayage, j'ai hâte de voir sa tronche, hein, parce que quand même, avec 400 chevaux et plus de 500 newtons, embrayage d'origine, il patinait même pas. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il a encore dans le ventre. Donc là, on va dégager la boîte de vitesse. Boîte de vitesse avec l'embrayage, enfin la butée ici. Alors là, on voit que... Enfin, on entend bien que la butée, elle est au bout de sa vie. Hein. Donc, regardez le jeu qu'elle a. Ça, en fait, c'est un roulement qui vient appuyer sur le diaphragme ici. Donc là, on a le diaphragme, on a la butée d'embrayage, derrière, on a l'embrayage. En gros, la butée, elle est hydraulique, donc par ici, on va pousser de l'huile qui va venir faire avancer notre butée qui est sur roulement, qui va venir appuyer sur le diaphragme, qui va venir écarter notre disque d'embrayage du volant moteur et donc désolidariser le mécanisme de la boîte du mécanisme du moteur. Ça fonctionne comme ça. Et cette butée-là, on voit qu'elle est totalement morte. Franchement, elle aurait pu péter à tout moment. Regardez le jeu qu'elle a. Et le roulement est totalement mort. Donc là, on est bon pour un embrayage. Bon, honnêtement, je l'avais prévu. Mais là, c'est sûr que ça se confirme. Allez, on vire la boîte. Et on continue le démontage. Alors, on va s'attaquer à la partie embrayage. Donc, mécanisme d'embrayage et ensuite volant moteur. On va essayer d'alléger au maximum le moteur sur la palette pour ensuite le mettre sur le support moteur et démonter du coup cette fois-ci les internes du moteur. Donc là, c'est pareil, le volant moteur, là-dessus, c'est un volant moteur bimasse. Ça veut dire qu'on a une masse, enfin on a deux masses du coup en mouvement et on va pouvoir déceler en gros l'usure du volant moteur avec le jeu qu'il a. Donc le jeu de gauche à droite et le jeu latéral. Là, je peux vous dire que le volant moteur, il est mort. Alors franchement, ça se ressentait pas la conduite, mais en fait, j'ai un jeu, donc comme ça, latéral, qui est de l'ordre d'un bon millimètre, clairement. Hein, je sais pas si vous l'entendez, mais il est mort. Et là, regardez comment il se promène. Il n'y a pas de résistance. Vous voyez ? J'arrive à le faire claquer. Normalement, ça ne doit pas se passer comme ça, il doit avoir une résistance, parce qu'en fait, les deux masses sont en contrainte, et c'est ça qui fait qu'on va venir équilibrer le moteur. Là, le volant moteur, il est mort. Donc ça veut dire déjà, embrayage, volant moteur, c'est le minimum. On dépose le mécanisme. On peut déjà dire quand même que pour un mécanisme d'embrayage d'origine, franchement bravo. Parce que avec Johan, on avait quand même parié qu'il allait se mettre à patiner et ça vraiment rapidement et en fait pas du tout. Donc en vrai, on pourrait remonter largement un embrayage d'origine. Ça poserait aucun problème hein, parce que franchement, ce qu'on lui a mis, usé comme il va être à mon avis, il n'a pas bougé. On verra, hein. Je ne suis pas certain qu'on passe sur des embrayages ultra renforcés. Parce que plus tu renforces l'embrayage et plus c'est chiant à la conduite. Faut être honnête. Ça chope vraiment fort le grip et c'est pas toujours agréable. Donc faut trouver quelque chose qui soit agréable à l'utilisation, mais en même temps qui tienne les fortes charges, quoi. Donc on va essayer de trouver ça. Voilà, vous voyez qu'en fait, remplacer un embrayage, c'est simple hein, quand le moteur il est sorti, mais c'est vachement chiant sur la voiture. Allez, verdict. Et franchement, genre, c'est trop bizarre, quoi. Le mécanisme, la surface sur le mécanisme, genre, c'est comme neuf. Il y a même encore les stries. Pourtant, on voit qu'il n'est pas neuf, parce que certains vont dire, ah, ça se trouve, l'embrayage a été changé. Non, l'embrayage n'avait pas été changé. On m'a même dit qu'il était d'origine, donc ça semblerait vraiment pas être changé. Au niveau de la boîte, on voit qu'elle était quand même bien grippée, donc ça semble aussi ne pas avoir trace de démontage. Mais regardez, sans déconner, les stries. Là, on est comme neuf. Genre, il y a zéro usure sur la surface du mécanisme. Incroyable. Alors, le disque d'embrayage, lui, bah, il est usé. Hein. Lui, il n'était pas mort, parce qu'on voit qu'on n'est pas arrivé au rivet. Quand on arrive au rivet, c'est vraiment le pire du pire, parce qu'en fait, on va venir user les rivets donc sur les surfaces. Et là, on va tout flinguer. Donc, si vous avez la chance d'avoir un volant moteur en bon état, faites du préventif. N'attendez pas les premiers signes d'atteinte des rivets, parce qu'ensuite, la destruction est immédiate. Le disque est secoué. On voit, là, il n'y a plus de... Voilà, c'est comme les plaquettes de frein, on a des témoins d'usure. Là, ils sont arrivés au bout, mais il n'était pas dramatique. Honnêtement, franchement, je suis bluffé.
Parce que là, on aurait pu, un usage normal, sans préparer la voiture, on aurait pu rouler encore des dizaines de milliers de kilomètres sans aucun problème. Quant au volant moteur, eh ben, c'est pareil. Hein. Franchement, il a rien. Il a rien du tout. Il a un petit peu bleui, on voit qu'il a chauffé, mais il a aucune trace d'usure. On a encore les stries, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais on a les stries comme si qu'il était neuf. Franchement, je trouve ça limite dommage qu'il ait du jeu, parce que franchement, je trouve c'est dommage de le changer dans l'état où il est. Je suis limite blasé en vrai. Alors après, je vais vous parler d'un petit roulement qui est hyper important, que bien des personnes oublient. Alors, hop, le voici, le volant moteur, tac. Alors là, il y a beaucoup de crasse dedans. Vous voyez, je suis dans un état pas possible. Ça, c'est que de la poussière d'embrayage. Alors, le petit roulement hyper important, c'est ce qu'on appelle le roulement pilote. C'est celui-ci. Beaucoup de monde l'oublie, mais il est ultra important de le vérifier. Ce roulement-là, il permet quoi? Il permet l'équilibre et le maintien de votre arbre primaire de la boîte de vitesse. En fait, votre arbre ici va venir donc prendre le système d'embrayage via les cannelures et ensuite il va venir reposer directement dans le roulement pilote ici. Si ce roulement-là est usé, qu'est-ce qui va se passer? Votre arbre primaire de la boîte va bouger et vous allez détruire toute votre boîte de vitesse. Donc ça, c'est ultra important de le vérifier quand on change un embrayage. C'est pas pour le temps que ça prend à remplacer, et franchement, c'est même bien souvent, ça s'use pas. Là, on voit qu'il est dans un état neuf. Là, je vais même pas m'embêter à le remplacer. Il y a aucun jeu. Il est nickel de chez nickel. Mais prenez 5 minutes pour le vérifier, parce que beaucoup de gens l'oublient, et c'est genre ultra important. Donc pour la partie embrayage, boîte de vitesse, c'est terminé. Et ben maintenant, on va s'attaquer à virer le démarreur. Et puis on va commencer à dépoiler la partie turbo. Donc là, on va procéder par étapes. On va d'abord retirer toute la partie arrière. Donc admission, turbo, collecteur d'échappement. Ensuite, on va s'attaquer à la partie avant, collecteur d'admission, injecteur et durite d'admission. Donc c'est parti. Tout ce qu'on peut démonter en gros morceaux, là comme là, on va pas se priver. Allez. Tac. Voilà. Donc là, on va libérer de la place pour la dépose du turbo, donc le pare-chaleur. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on sait comment il se dépose, c'est l'avantage. Oh, ça va être beaucoup plus simple. Déjà, il n'y a pas de rouille et en plus, il y a beaucoup plus d'accès que quand on le fait sur la voiture. Donc maintenant, on va pouvoir déposer le décatalyseur. On démonte la petite sonde lambda qui va bien avant. Et tac. On va laisser la sonde dessus. Le turbo, il tient par dessous. Alors, avant de défaire la dernière, je vais défaire tout ce qui va être conduite de liquide de refroidissement, histoire d'être malin, parce que là, j'avais changé tous les joints. Donc encore une fois, on va essayer d'en refaire. On va défaire celle-ci. Comme ça, on va sortir tout le bloc avec le pare-chaleur. Parce que si je peux éviter de changer les joints qui ont même pas 1000 km, ça m'arrangerait quand même. Alors là, toujours les mêmes techniques. On met un petit peu de WD-40 pour retirer l'effet ventouse des durites. Ça marche super bien. On fait passer le WD-40 un peu partout. Tac. Et hop là, ça se retire hyper facilement. Le fameux pare-chaleur qui nous avait bien cassé les bonbons lors du changement de turbo. Donc là, tout ça, normalement, il me reste une vis sur le turbo et ça devrait sortir ici. C'est décollé. Voilà. Et il me reste celle qui est nulle part, puisqu'en fait, elle s'est barrée. En fait, je me suis aperçu qu'on avait perdu un boulon du turbo et que j'avais un goujon de desserré. Donc en fait, à force de tirer à bloc comme ça, on voit que le turbo a tendance à bouger
puisque bah voilà, c'est un constat. La vis qui est là, le boulon a disparu parce que c'est pas moi qui l'ai retiré et j'avais une vis dessous qui était desserrée. Donc il faudra bien penser au remontage. Je vais pas mettre les écrous là, je vais mettre des écrous ce qu'on appelle frappés. En fait, c'est mieux que des écrous collés. C'est des écrous qui sont légèrement un petit peu ovales et on va venir forcer pour les serrer. Par contre, après, c'est indémontable. C'est super chiant quand vous avez besoin de les démonter, mais au moins, ça a l'avantage de ne pas bouger. C'est ce que j'avais monté ici et on voit que ça n'a pas bougé. Sur le turbo, sur les 4, j'en ai quand même un desserré et un totalement perdu. Donc, on va remédier à ça au remontage. Du coup, je suis bloqué puisqu'il y a le goujon là qui est trop long. Donc, et ben, je suis bon pour démonter ce catalyseur. Ah oui, c'est vrai. Si, du coup, ça fait vraiment chier. Parce que je me souviens de la problématique que j'avais rencontrée où genre entre l'ovalisation du décata et la vis, on passe pas de clé. Du coup, je me souviens du temps passé à desserrer. Quart de tour, pas quart de tour. Vous voyez, ça bouge pas, hein, les écrous vraiment ovales, c'est nickel. Vraiment, il n'y a aucun risque que ça se barre. Bon, bah écoutez, on va passer le temps que je vais mettre à démonter ces 3 vis là, puis on se retrouve après. Voilà, donc là, on termine de déposer le décata et ça va permettre de vérifier l'état de la roue d'échappement de notre turbo, puisque ça peut être aussi la cause de la consommation d'huile. On peut très bien avoir une merde qui soit passée dans l'hélice du turbo et qui a abîmé le turbo. Ou alors le turbo, vu qu'il est vraiment genre bien préparé, il a trop chauffé et on a pu déformer l'axe. C'est des choses qui ne sont pas impossibles. C'est pour ça qu'on va prendre aussi le temps de déposer voilà, cette partie-là et qui va nous permettre de pouvoir vérifier. Et là, c'est immédiat, il n'y a rien. Voilà, donc on aurait pu soupçonner un problème de turbo, donc d'hélice, qui laisse passer de l'huile. Là, vous voyez dedans, hein, c'est ultra sec, il n'y a aucune trace d'huile. Donc très clairement, c'est pas du tout le turbo qui est en cause. Donc à mon avis, on va vite s'apercevoir que c'est bien nos joints de queue de soupape qu'on grillait. Mais bon, c'est pas grave, au moins on prend le temps de tout vérifier et ça évite des mauvaises aventures. Bon, alors attention, je suis en train de vous sortir les tout derniers petits outils là qui sont disponibles sur notre boutique officielle www.metalgarage.fr. C'est Draper la marque, c'est vraiment du très très haut de gamme. On est sur de la qualité Facom mais beaucoup moins cher. Donc ça c'est ce qu'on vous a trouvé en petite pépite 2023, l'outillage Draper et Delta, 2 niveaux de gamme. Et franchement c'est du top de top. C'est léger, c'est costaud, c'est du très très bon matos. Ah, c'est le moment où ça va fouir un petit peu l'huile. On va boucher, on va mettre ça direct sur l'établi. Le beau turbo made in BG Turbo. Là, on va déposer notre collecteur. Alors là, je vous avoue que je stresse un petit peu parce que les vis sont pas mal rouillées. Dès qu'on a déposé le moteur, j'avais commencé à mettre un petit peu de dégrippant. Alors pour ceux qui posent la question, qu'est-ce que j'utilise en dégrippant? Hop, on a testé et validé nous le Mecacil hyper dégrippant. Il est franchement pas mal. On en a d'autres en test aujourd'hui. Pour l'instant, on n'a pas réussi à le détrôner. Ça fait plutôt bien le job, ça dissout bien la rouille. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens des produits que j'utilise dans la description de la vidéo et également de l'outillage qui est disponible chez nous. Et libre à vous si ça vous intéresse ou non. Bon, de toute façon, dans la suite logique de la préparation de la Mégane, le collecteur là a vocation à disparaître puisqu'on mettra un turbo encore plus gros avec un collecteur sur mesure pour vraiment venir gonfler la mécanique. Donc ça, c'est voué à disparaître dans les prochaines étapes de préparation. Pour l'instant, il va déjà avoir un sacré budget de préparation. Donc on va y aller doucement. Hop, oh là oui, ça fait quand même un sacré poids. Alors là, on voit qu'aujourd'hui, c'est une pièce qui pose problème sur la préparation de la Mégane parce que les conduites ici sont beaucoup trop petites. Donc en fait, on a une restriction mécanique qui aujourd'hui est trop importante ici. Donc maintenant, pour pouvoir augmenter les performances du moteur, il va falloir tout simplement changer cette pièce-là. Aujourd'hui, on passe de 4 petits conduits à 2 moyens conduits jusqu'à un gros turbo et une grosse descente de turbo. Donc aujourd'hui, le turbo il peut être plus gros. Si on conserve cette pièce-là, on ne pourra pas souffler plus fort. Parce qu'à un moment, c'est comme dans la plomberie, quoi. Pour ceux qui bricolent un peu, quand tu as un tuyau de 8 et que tu as un tuyau de 13, tu ne passeras pas le même débit d'eau. Bah, c'est exactement la même chose. Ou alors, il faut augmenter la pression. Mais de toute façon, à la pression égale, tu auras toujours le même problème. Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui avec cette pièce-là. Donc ça, il va falloir que je me penche là-dessus, voir ce qui se fait sur le marché et potentiellement voir ce qu'on pourrait
fabriquer. Si jamais il y a des pros de l'échappement qui nous regardent, qui sont fabricants d'échappement, écoutez, je suis preneur si vous voulez participer à ce projet totalement débile. Bon, là on va déconnecter notre démarreur. Alors. Oh putain, le truc il est rouillé. Ou du moins on va essayer de démonter le câblage du démarreur. Hein. Voilà. Tac. Bon, le démarreur lui est plutôt propre. En même temps il est bien camouflé, il est un peu dégueulasse. On lui fera un petit nettoyage comme on avait fait avec la Porsche. Et puis ma foi, il repartira pour autant de kilomètres qu'il en a déjà fait. Pour tout ce qui va être durite, canalisation, etc., on va pas le faire tout de suite parce qu'on va essayer de mettre un bac dessous, donc on le fera sur le support moteur. Là, toutes les petites fixations et tout, on se prend pas la tête. On va s'attaquer côté admission pour la dépose du collecteur, des injecteurs et de tout ce qui s'ensuit. Donc la première étape, on va démonter la conduite d'admission, donc qui vient de l'échangeur et qui va sur le collecteur pour pouvoir désolariser un petit peu tout le faisceau de câbles et faire de la place parce qu'on va avoir le compresseur de clim à démonter, l'alternateur. Il y a un petit peu plus de boulot de ce côté-là. Alors cette durite-là, généralement, quand vous la retirez sur un véhicule diesel, c'est là où vous êtes en panique. Vous êtes en panique parce qu'elle va droit sur la vanne EGR et elle va droit faire l'encrassement du moteur. On va avoir la voiture de Priscilla à faire. On risque de devoir démonter cette pièce-là parce qu'elle a un problème dessus sur une Audi A3 et vous allez voir la différence d'encrassement entre un véhicule diesel et un véhicule essence. Là, on va voir c'est propre, surtout que c'est une injection indirecte, donc du coup, les injecteurs viennent laver les piles d'admission. Sur un diesel, c'est la catastrophe. Donc là, je vais vous expliquer, il y a des petits capteurs sur cette pièce-là qui vont être intéressants. Alors, ce qui va vraiment être chiant au remontage, c'est cet enchevêtrement de câbles. Vous voyez, il y a une patte là, le câble passe derrière, puis là, il repasse à l'intérieur, et puis machin, puis tu as la durite qui passe à gauche et qui revient à droite, qui vient croiser la durite de clim. Voilà, ça, c'est le genre de truc horrible au remontage. Parce que c'est là où on perd du temps, où on monte, et après on se dit « Ah putain, fallait qu'elle passe là au lieu de passer là ». Du coup, tu redémontes, voilà, c'est un peu chiant, mais bon. On fait avec, voilà, ça fait partie des cadeaux. Alors, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de tout ça. Ici, on a ce qu'on appelle la dump valve. Donc la dump valve, ça permet quoi? Ça permet de libérer la pression de suralimentation. Je vous donne un exemple, je pose ça là parce que sinon ça va tomber. Vous accélérez, votre moteur se met en pleine charge, donc l'échappement va souffler dans le turbo. L'hélice avec l'axe va venir comprimer de l'air dans l'admission, donc dans ce tuyau-là, dans l'échangeur, dans tout. Et au moment où vous relâchez votre pédale d'accélération, en fait, on va avoir ce qu'on appelle une surpression du turbo. Donc en fait, votre turbo, il est entre guillemets lancé, donc on va avoir une montée en pression. Et ce qui va libérer la pression de manière immédiate, c'est cette pièce-là. Et c'est pour ça que ça fait psh. Quand vous relâchez les gaz, en fait, c'est tout simplement pour stopper net la pression de suralimentation, pour stopper l'emballement du turbo. Et c'est pour ça que quand on monte une préparation comme on l'a fait, il est obligatoire d'installer une dump valve forgée ou de moins de haute qualité. Parce que si elle fait mal son boulot, le turbo va prendre un sur-régime. Donc ça veut dire qu'il va tourner plus vite que la normale. Et vous allez tout simplement fusiller le turbo en quelques kilomètres. Donc cette pièce-là est obligatoire lors d'une préparation. Ensuite, ici, on doit avoir un capteur température et un capteur de pression atmosphérique. Je ne sais pas lequel est lequel, je dirais que celui-ci est le capteur de pression atmosphérique et celui-là la température. Pression atmosphérique, ça va permettre de tout simplement prendre la pression atmosphérique. Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à regarder Evelyne Delia sur TF1, elle va tout vous expliquer. Et en gros, ça va permettre de pouvoir gérer la quantité d'essence qu'on va mettre en fonction d'une pression atmosphérique. Voilà, c'est juste pour le calculateur voiture. Et ici, capteur température d'admission, c'est pareil. La densité de l'air et la teneur en oxygène n'est pas la même selon sa température. Donc ça va permettre également d'influencer sur le débit d'injection. Voilà pour les petites pièces qu'on retrouve ici. Alors là, je suis mort de rire parce que ça, c'est le boîtier papillon. Alors déjà, d'une, on constate qu'il est encrassé. Bon, ça, c'est pas trop grave, on va le nettoyer avant de reposer. Mais regardez le diamètre du boîtier papillon. Genre, je suis choqué, quoi. J'ai l'habitude de travailler sur des gros moteurs où le boîtier papillon, il fait genre cette taille-là. Et là, le machin, j'ai l'impression que c'est un jouet. Et je suis sûr que sur la voiture de Teguilen de mon fils, il est à peu près aussi gros. Non, franchement, c'est tout petit. Ça me fait trop bizarre. Je n'ai pas l'habitude de bosser sur des moteurs aussi petits. Donc là, lui, on va le déposer avant de le remonter. On va bien le nettoyer parce que vous voyez, il est bien cracra. Bon, donc là, vous voyez bien, c'est bien dégueulasse au niveau du volet de papillon. Et ça peut influencer sur le ralenti, etc., etc. Donc voilà, c'est des petites choses qu'il ne faut pas prendre à la légère et qu'il faut quand même prendre le temps de nettoyer de temps en temps. Donc la mission, retirer notre collecteur d'admission, ça va dégager un peu de place.
Donc là en fait je libère tout mon collecteur comme je l'ai fait pour l'échappement de tout ce qui relie la voiture. Donc notamment en l'occurrence le faisceau de câble qui est à peu près omniprésent partout. Et le câble il est tendu du slip mais laisse tomber quoi. Je peux vous dire que le câble il devait déjà être cher en 2009. On tire les pattes de connexion des durites. Alors là c'est pareil, on parlait du bridage à l'échappement tout à l'heure. Mais le boîtier papillon c'est aussi quelque chose qui bride. Boîtier papillon collecteur. Parce que du coup on peut souffler beaucoup. Hein. Mais si on ne peut pas aspirer, ça reste le fonctionnement basique d'un moteur. On aspire et on recrache. Si on est bridé à recracher, c'est une chose. Si on est bridé à aspirer, c'en est une autre. Donc là, ça, il y a de fortes chances qu'on doit après réaliser. Ou voilà, il faut que je me penche là-dessus, mais qu'on change la partie admission d'air. Il y a de grandes chances. Techniquement, là, ça devrait sortir. J'ai rien oublié. Les câbles, tac, tac, tac. Et voilà. La bibette. Alors, qu'est-ce qu'on y voit là? Qu'est-ce qu'on y voit là? Jack Daniel, 15 ans d'âge, c'est de la bonne. Non, par contre, j'y vois un truc qui coule. Voilà, c'est déjà pas mal. J'y vois un truc qui coule de nouveau, c'est déjà pas mal. On va se mettre là, ça va éviter de tout saloper. J'y vois peut-être une potentielle explication à notre fumée. Ici, on voit de l'huile. Vous voyez, de l'huile. Mixture 15 ans d'âge. Non, blague à part, on voit de l'huile juste ici, mais pas plus loin. Pour qu'on ait de l'huile qui arrive dans le collecteur, il n'y a pas 50 solutions. Ça provient du turbo. C'est pas le turbo, puisque toutes les conduites d'admission sont sèches. Le turbo est sec. C'est pas le turbo, on en est sûr. Maintenant, ça peut provenir du renifleur. Le renifleur sur la Mégane 3 RS, il se trouve ici. Donc qui va renvoyer des vapeurs d'huile dans l'admission, notamment avec cette petite prise. Sauf que cette petite prise-là est censée créer une dépression. Il doit y avoir des volets là-dedans. Ici, on évacue les huiles. Là, on est censé avoir que de l'air. Donc, il va falloir que je me penche sur cette petite pièce au démontage pour vérifier si oui ou non on a une apparition d'huile par ce petit tuyau. Là, ça a l'air assez sec, mais on va vraiment vérifier là-dedans. Sinon, ça peut être une remontée d'huile. Une remontée d'huile qui se fait par ici, venez voir, tac. Parce que ici, on a quoi? On a nos soupapes. Oui, oui, oui. On a surtout un joint qui est bien pourri. On voit surtout qu'il y a de l'huile sur deux. Vous voyez, sur les deux de gauche, on a de l'huile. Sur les deux de droite, on n'en a quasi pas. On voit bien sur le joint, là. C'est les deux là qui sont bien huileux. Donc, on va faire la même constatation là-dedans. Et en gros, ce qui peut amener de l'huile ici, ce serait les joints de queue de soupape qui font l'étanchéité au niveau du guide. Alors, je ne sais pas si vous allez voir avec mon doigt ici, ici. Donc, ouais, on voit bien, on voit très bien d'ailleurs, regardez. Là, c'est propre, et là, c'est huileux, et là, c'est huileux. Donc, c'est bien ces deux-là qui sont relativement gras. Donc, en fait, quand le moteur s'arrête, on a une dépression qui se fait dans l'admission. Et donc, c'est à ce moment-là que si on a des joints de queue de soupape qui sont HS, dans les futurs épisodes, vous allez voir à quoi ressemblent des joints de queue de soupape. En fait, le flux d'air gras peut remonter un petit peu dans l'admission avant de repartir quand on réaccélère. C'est pour ça qu'on a ces fameuses fumées. Si c'est ça. En gros, je vous explique, vous relâchez les gaz, on a une dépression qui se fait dans le collecteur au lieu d'une pression, on est en dépression. Vous branchez votre aspiration, une dépression c'est quoi? C'est ce qui se passe dans le tuyau. En gros, il y a une aspiration. On va réaspirer par les joints de queue de soupape qui sont faibles de l'huile. Et au moment où on va remettre du gaz, on va passer de la dépression à la pression, donc on va ressouffler tout ça dans le moteur. Et à ce moment-là, on aspire de l'huile et donc ça fume. Voilà. Donc déjà, ce qui est clair, net et précis, c'est que notre fuite d'huile, elle ne vient pas du bas moteur, donc cylindre, piston, bielle. Elle vient clairement du haut moteur, donc joint de queue de soupape ou renifleur. Donc, on a validé le diagnostic déjà de ce qu'on avait fait dans les précédentes vidéos. Donc, ce n'est pas la reprogrammation, ce n'est pas je ne sais pas quoi qui a engendré ça sur le moteur. Alors, on n'était pas obligé de faire autant qu'on va faire dans cette série d'épisodes. On aurait pu se contenter de déculasser sur la voiture, de supprimer, de refaire les joints de queue de soupape et de reculasser sur la voiture.
Mais on va pas se leurrer, plus de 400 chevaux, 500 newtons de couple, l'embrayage étant en fin de vie, on va la passer certainement proche des 500 chevaux. Voilà, on ne pouvait pas laisser des internes d'origine. Donc on profite de cette petite panne pour refaire intégralement ce moteur-là. Alors, hop, on détend, on retire la courroie. Alors, hop, on déconnecte la clim, on déconnecte l'alternateur. Ah, c'est pareil, cette petite lampe-là incassable, vous pouvez la retrouver sur notre boutique officielle www.mytelgarage.fr, elle est bien pratique. Et croyez-moi, elle craint pas grand-chose. Même énervé, vous pouvez la balancer contre un mur, elle casse pas. C'est vraiment pratique, surtout en mécanique. Alors pour lui, c'est tout bon. Et là, ça va commencer à faire un peu de place. Voilà. T'imagines que quand le moteur est dans la voiture et que t'as genre le joint du tuyau ici qui se met à fuir. Comment t'as le seum. Bon et bien maintenant, ce qu'on va pouvoir retirer, ça va être le faisceau électrique. Il nous reste en gros l'allumage à démonter pour extraire le faisceau électrique, si va nous libérer un peu de place. On va retirer la distribution. Pour le reste, ce sera à retirer sur le porte-moteur. On va avoir l'échangeur huile eau qui va laisser couler de l'huile. Et toutes les autres durites risquent de laisser couler soit de l'eau, soit de l'huile. Donc c'est pas facile de mettre un bac récupérateur sous la chèvre. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines choses où on va attendre d'avoir le porte-moteur. Déjà, pour sortir le faisceau, on libère les bobines. Un capteur cliquetis, c'est le petit capteur qui est là. Et ça permet de capter les cliquetis du moteur. En gros, les combustions non contrôlées du bloc moteur. Bon, cette fois, ça devrait sortir. Allez-moi l'enchevêtrement de câble. Oh. Le truc là. Allez, ça court partout, il y a encore un câble. Encore un câble de niveau d'huile ici. Hop là. Franchement, ça va être la misère à remonter. C'est un labyrinthe. Non mais grave, c'est une guirlande de sapin de Noël. Mais tu sais, après 14 utilisations, le truc qui est bourré de nœuds. Regarde-moi le truc. Franchement, putain, regarde, ça te tient encore partout, quoi. Si t'arrives à remonter ça du premier coup, sans te tromper sur aucun câble au niveau, je dis pas sur le branchement, parce qu'après c'est facile de savoir quel câble branche où. Mais genre qu'il faut qu'il passe derrière la durite là, puis au-dessus de celle-là et tout. Franchement, mon gars, s'il y a deux solutions, soit ça fait 20 ans que tu bosses sur les Mégane 3 RS, soit t'es un bon. Parce que alors là, j'ai aucun doute que je vais forcément me planter à un endroit. Ça va, c'est sur le haut moteur. Mais genre tous ces petits connecteurs là qui vont pas passer au bon endroit, c'est sûr que j'ai pas fini de démonter, de remonter. Alors on va en profiter de savoir si la couleur des bougies sont les mêmes par rapport à ceux qui... Ouais, c'est ça. Les deux plus noirs, c'est les deux qui sont le plus gras. Exactement. Hop. Bon, alors pour cette partie-là, c'est fini. Là, je vais retirer tout cet amas de tuyaux. Donc ici, retirer les colliers ici pour retirer tout ça. On va essayer de mettre un petit bac pour éviter de trop saloper. Et après, on pose sur le support moteur. Hop. Vous pouvez dire 40, c'est magique pour les durites. Donc là, cette petite pièce-là, hein, comme je vous l'ai expliqué sur la Porsche, mais ceux qui n'ont peut-être pas suivi la série qu'on a fait sur la Porsche, c'est un échangeur eau-huile. Alors le but, c'est pas de mélanger l'eau et l'huile, vous l'avez compris, hein, ça semble logique. Sinon, ça s'appelle un joint de culasse, du moins une défaillance là-dessus. D'ailleurs, en l'occurrence, on parle souvent du joint de culasse, mais sachez que quand vous avez de la mayonnaise, ça peut être aussi ça qui déconne et du coup qui va mélanger votre eau à l'huile. Cette pièce-là permet c'est ni plus ni moins qu'un radiateur et elle va permettre un échange thermique entre l'eau et l'huile. L'eau monte toujours plus vite que l'huile en température. Du coup, pour accélérer l'échauffement de l'huile et donc le rendement optimum du moteur, on a un échangeur qui va permettre du coup de chauffer l'huile pendant la phase de chauffe du moteur et à l'inverse de maintenir la température d'huile parce que l'eau va refroidir plus vite que l'huile quand le moteur est chaud. Première fonctionnalité, monter vite l'huile en température pour avoir un meilleur rendement moteur. Deuxième fonctionnalité, maintenir la température de l'huile et la refroidir pour éviter une trop grande montée de la température de l'huile en fonctionnement. Voilà à quoi sert cette pièce-là. Et du coup, quand elle est défaillante, on peut avoir de l'eau qui passe dans l'huile ou de l'huile qui passe dans l'eau. Voilà, exactement les mêmes symptômes qu'on aurait avec un joint de culasse. Je devrais pouvoir éjecter tout ce micmac. Voilà. Bon. Voilà. Hop.
Donc ça, c'est notre petit tuyau de retour d'huile du turbo. Donc ça permet tout simplement de rebalancer l'huile du turbo dans le carter moteur. Et ça, bah, c'est notre graissage. Donc c'est ce qui va permettre tout simplement d'aller graisser notre moteur. Enfin, notre turbo, autant pour moi. Voilà. Hop là. Bref, ça j'aurais pu le faire aussi dès le début, ça aurait été plus simple. Tu fais attention, tu mets le petit chiffon et tout, il faut que ça se casse la gueule. Bon, donc là l'idée c'est de mettre ça sur ça. En gros, après tu peux prendre ton moteur et lui faire un 360, un 180 pour pouvoir travailler dessus de manière plus stable. Donc là en gros, hop, je sors ça qui est plein de graisse et je vais venir fixer ça comme je peux. Donc là on va se mettre celui-là là. Là on va essayer d'en mettre un ici. Bon, maintenant que j'ai adapté ma platine sur mon moteur, on va venir serrer tout ça. Ouais, c'est important. Ça peut être utile pour éviter que ça se casse la goule. Donc là on bloque bien tout ça. Voilà. Hop. Là c'est le moment de solitude quand tu dois. Alors je fais gaffe quand même que le truc ne me tombe pas sur le pied parce que c'est un truc qui pourrait m'arriver quoi. Et manque déjà une main s'il commence à manquer un pied au bottom. Plus bon à rien. Côté rep direct. Bon, après avoir été con pendant 10 minutes à me faire chier avec la palette parce que le problème c'était la palette, je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de la palette. Ouais, parce que si vous aussi vous êtes con dans votre garage, bah sachez une chose, c'est que vous n'êtes pas seul. Voilà. Et maintenant ça va être beaucoup plus simple sans la palette. Ouais, tu peux être con, mais la différence c'est qu'il faut vite s'en rendre compte. Bah, vous voyez, c'était pas compliqué, hein. Fallait juste y penser. Ouais, bien les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo sur le déplumage un petit peu de ce moteur 2 litres turbo de la Mégane 3 RS. Donc on a pu faire quelques constats, notamment sur l'huile sur cylindre 3 et 4, donc qui viendrait bien du côté admission et non des internes. On n'a rien vu d'alarmant sur le reste. Peut-être un volant moteur un petit peu en fin de vie, malgré son état d'usure qui est juste incroyable. Je parle d'état d'usure des surfaces, mécanisme et volant moteur, c'est incroyable. Donc pas de mauvaises surprises, plutôt des bonnes surprises, notamment sur le roulement, sur l'état de l'embrayage global, sur l'état des durites, etc. J'ai rien vu d'alarmant, donc maintenant on va voir un petit peu dans les internes dans le prochain épisode. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo méca sur le moteur de la Mégane 3 RS vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok également, pour pouvoir suivre plus rapidement l'avancée des travaux. Et bien évidemment, si toi tu kiffes la mécanique et que tu kiffes la préparation moteur, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir la notification pour les prochaines vidéos, parce que va y en avoir sur ce moteur. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.